Avant de commencer cet épisode, je voulais te rappeler quelque chose d'essentiel. En course à pied, rien ne remplace la progressivité et un accompagnement pensé pour toi. Depuis plusieurs années, j'aide des coureurs et des coureuses qui ont chacun leur réalité. Un boulot prenant, une vie de famille avec laquelle il faut souvent jongler. Des objectifs qui évoluent, parfois des doutes, mais une envie toujours présente de progresser sans se brûler les ailes. Mon approche, tu la connais. À travers le podcast, elle est à la fois humaine, pédagogique et centrée sur le plaisir. Concrètement, je crée ton plan sur mesure, adapté à ton niveau, à ton agenda et à ton rythme de vie. Pas de copier-coller, pas de pression. Juste une progression qui est construite, étape par étape, pour t'amener plus loin, plus sereinement. Alors si tu ressens le besoin d'un cadre humain, d'un accompagnement sportif qui respecte ta vie autant que tes objectifs, je serai ravi de t'aider à franchir un cap et de te coacher. Toutes les informations pour me rejoindre se trouvent dans la description de cet épisode. Je te souhaite une très belle écoute. Prime's exclusive wildcard playoff game is Saturday night. Jordan Love and the Packers take on Caleb Williams and the Bears. Not a Prime member? Sign up for a 30-day free trial to stream the game. That's going to be caught for the touchdown. NFC North rivals square off in the latest chapter of the NFL's oldest feud. The Packers and Bears in Prime's exclusive wildcard playoff game. Saturday, 7:30 p.m. Eastern. Only on Prime. Sign up for a 30-day free trial today. Restrictions apply. See Amazon.com/Amazon Prime for details. Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et c'est avec un grand plaisir que je vous accueille pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. Aujourd'hui, au-delà des montres et des données, vous allez enfin comprendre comment fonctionne votre cœur. Ce moteur, celui qui est l'organe central de la performance, mais plus globalement de notre santé. Dans cet épisode, j'ai le privilège d'accueillir le docteur Anthony Costa, cardiologue du sport et lui-même ultra-trailer passionné. Ensemble, nous plongeons au cœur d'un sujet essentiel, souvent source d'inquiétude et de confusion pour nous les coureurs et les sportifs en règle générale. Loin d'un jargon médical et surtout fort d'une double expertise, à la fois clinique et de terrain, Anthony met la science au service du bon sens pour décortiquer avec moi de nombreux sujets. À commencer par cette fameuse fréquence cardiaque maximale et tous les mythes qui l'entourent. Nous aborderons également ce qui distingue un cœur de sportif d'un cœur de sédentaire. Comment également structurer vos zones d'entraînement et maximiser cette endurance sans mettre votre santé en danger. Nous aborderons également une facette de son métier, à savoir la prévention et comment reconnaître un cœur qui montre des signes de fatigue. Notre échange n'est pas un simple cours de physiologie, mais plutôt un guide pour disposer d'une relation saine avec son cœur, mais également d'informations claires qui vous permettront de progresser dans votre pratique. Anthony, je te remercie infiniment pour t'être rendu disponible au sortir d'une garde pour réaliser cet enregistrement d'épisode. Sans plus attendre, je vous laisse en compagnie de mon invité du jour, Anthony Costa, cardiologue du sport et ultra-trailer. Nous décortiquons le cœur du sportif à travers ses mythes, la science et pour vous permettre de progresser à l'entraînement. C'est le nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes pour lequel je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Anthony, merci d'être l'invité du podcast À côté de mes pompes aujourd'hui. Un épisode qui nous tenait à cœur tous les deux, enfin plus à toi qui es spécialiste en la matière. Je vais te laisser te présenter pour que tu puisses indiquer aux auditeurs qui tu es, d'où tu viens. Et puis on abordera ensuite le pourquoi de cet épisode, pourquoi j'ai souhaité traiter de ce sujet à l'intérieur du podcast. Salut Sébastien et bonjour à tous tes auditeurs. Donc, je m'appelle Anthony Costa, je suis docteur junior en cardiologie, donc à la toute fin de mon cursus de formation en cardiologie, avec une appétence toute particulière pour la cardiologie du sport, donc que j'exerce dans le service de médecine du sport du docteur d'Outrelot à Grenoble. Outre le fait, Anthony, d'être docteur, cardiologue du sport aujourd'hui, tu as une activité physique également très importante. Je vois un vélo derrière toi. Est-ce que c'est ton activité prioritaire ou est-ce qu'il y a d'autres choses dans ton quotidien de sportif ? Alors, principalement tourné vers le trail et l'ultra-trail là, depuis ces 2-3 dernières années, et le vélo, comme toute bonne prépa hivernale, le vélo pour le home trainer qu'on sort de temps en temps. C'est pas ce que je préfère, mais il faut bien.
Alors quand tu dis trailer, tu viens quand même de réaliser une épreuve majeure avec cette Diagonale des Fous. Il y avait eu une belle performance également du côté de Verbier avec un 140 km où tu as terminé second. Tu n'es pas qu'un simple trailer, tu es dans l'ultra. Comment tu as basculé dans cette version de la course à pied? Est-ce que déjà petit, tu étais attiré par ces grands espaces, ou est-ce que l'ultra distance est venue plus récemment? Alors quand j'étais jeune, on va dire jusqu'à mes 12-13 ans, j'aimais pas la montagne, mais je suis issu d'une famille de pratiquants de montagne et je pense qu'ils ont semé quelques petits germes, et même si j'aimais pas ça, je pense que ça a quand même fait son petit bout de chemin, et puis c'est un peu à retardement où j'ai redécouvert ça, on va dire après l'adolescence et puis autour de la vingtaine, où en fait j'ai trouvé que c'était très très chouette la montagne, et où j'ai retrouvé en fait et j'ai découvert que j'avais une certaine aisance et un vrai plaisir à évoluer sur les sentiers. Et puis après, petit à petit, les distances se sont allongées. Et puis, je pense comme pas mal de gens, c'est sur la Saint-Élion où ça a été un peu mon passage vers l'ultra, vers des plus grandes distances. Et après, les choses se sont faites petit à petit. Sur cette diagonale, au mois d'octobre, comment tu l'as vécu? Comment tu l'avais appréhendé? Là, sur le plan de l'entraînement, sur le plan de cette course beaucoup plus longue et à la fois mythique. Effectivement, c'était un mythe et c'était très ambitieux d'aller si jeune sur un tel monument. Donc c'était un vrai défi pour moi, qui en plus venait un petit peu en même temps que ma soutenance de thèse de médecine. Donc il y avait beaucoup de choses en même temps, mais je tenais beaucoup à ce projet. La préparation était assez comment dire, assez studieuse et assez sérieuse, avec quand même de beaux volumes d'entraînement, et donc j'ai pris vraiment énormément de plaisir dans cette préparation. Et après, concernant la course, tout s'est bien passé initialement, on va dire jusqu'à Sillaos, et puis après, malheureusement, probablement un bon coup de chaleur, et puis après des problématiques digestives et puis après musculaires qui m'ont un peu qui ont rendu la deuxième partie de course très très difficile, mais c'était important pour moi de la finir, et puis je serais que plus heureux de revenir dans les prochaines années pour essayer de performer au mieux, et au-delà de la performance, de revivre cet événement qui est vraiment majeur. Oui. Est-ce que ça t'a servi dans ton approche justement de cardiologue de vivre ces épreuves d'ultra avec les conditions météo, hein? On passe de très fortes chaleurs à des conditions peut-être un petit peu plus froides sur les cimes de la Réunion. Est-ce que ça te donne des indices, des pistes pour toi mieux te préparer, mais aussi accompagner des sportifs à l'avenir? Ouais, oui, moi c'est ce que je dis toujours. Je vois énormément de ponts en fait entre la discipline de l'ultra trail et puis l'exercice de la médecine, avec la gestion de l'incertitude, la gestion des imprévus, la gestion de l'urgence, de garder son sang-froid même quand un peu tout nous échappe, quand tout se passe pas comme prévu. Et donc je vois beaucoup de ponts, et ces deux choses-là, moi le sport, en tout cas j'essaye de nourrir ma pratique de la médecine par le sport, et inversement quand je pratique, je me pose plein de questions sur le plan de la physio, sur le plan de la médecine. Donc c'est un bel équilibre. Alors comment tu en es venu à mener ces études en cardiologie, et plus particulièrement, comme tu l'as dit, en cardiologie du sport? Alors, si je remonte, et pour faire vite, j'avais une appétence dès le lycée pour la physiologie de façon générale, la physiologie humaine, et donc c'est vraiment ça initialement qui m'a prédestiné vers la médecine. Initialement, j'avais vraiment une appétence pour la neurologie. Et c'est quelque chose qui me passionne toujours. Et ça m'a porté environ jusqu'à la 4e année, début de l'externat, où on commence nos stages pratiques à l'hôpital. Et là, petit à petit, en fait, j'ai découvert les explorations à l'effort, mes premiers tests d'effort, et j'ai trouvé ça passionnant, très très chouette, tout ce qu'on pouvait faire. Et petit à petit, un souhait à terme d'aller vers un projet vers la médecine du sport. Et parmi les différentes spécialités qui conduisent à la médecine du sport, celle qui me passionnait le plus, c'était la cardiologie. Donc du coup, je suis allé dans un premier temps à une spécialisation avec un internat de cardiologie à partir de la 7e année de médecine. Et puis, secondairement, petit à petit, aller plus vers la cardiologie du sport. Qu'est-ce que tu as découvert dans cette cardiologie du sport qui diffère d'une cardiologie, on va dire, un petit peu plus conventionnelle, celle qu'on trouve dans tous les hôpitaux? La cardiologie du sport, elle a quand même des particularités, peut-être dans le public que vous accueillez. Oui, c'est un monde, je veux pas dire que c'est un monde à part entière, mais
Ce qui est super intéressant, c'est que ça recouvre en fait toute la cardiologie, c'est-à-dire on va toucher à toutes les problématiques des patients après un infarctus, donc tout ce qui est les problèmes liés aux artères, les problèmes au niveau des valves, les problèmes toutes les cardiopathies congénitales, les malformations cardiaques, donc ça recouvre en fait un petit peu toute la cardiologie et cette diversité me plaît beaucoup et l'interdisciplinarité qu'on a dans les explorations. Quand on évalue un patient à l'effort, ça touche aussi à la pneumologie, ça touche aussi à du métabolique, à du musculaire. Donc ça oblige d'avoir de garder l'esprit ouvert, de pas rester juste dans son hyper spécialisation dans un seul domaine. Et ça me plaît beaucoup. Et puis aussi on accompagne je trouve que la démarche qu'on a auprès des patients en cardiologie du sport, elle est vraiment très positive parce qu'on accompagne les gens dans du bien-être, dans du mieux-être. On les accompagne pour mieux bouger et ça me plaît beaucoup. Alors Anthony, je voulais te soumettre un petit vrai-faux pour débuter notre épisode et puis tu pourras revenir par la suite sur ces différents mythes que l'on entend souvent autour du cœur. Est-ce que tu veux te prêter à ce jeu-là, sachant que tu n'as pas le droit de détailler c'est vrai ou c'est faux et on y revient après. D'accord. Alors, première affirmation ou premier mythe, plus la fréquence cardiaque est basse, meilleure sera notre forme. Je vais dire faux. Un cœur de sportif est forcément plus gros qu'un cœur de sédentaire. Faux. Courir trop vite ou trop longtemps est mauvais pour le cœur. Faux. La fréquence cardiaque se calcule par cette formule 220 moins son âge. Faux. Et dernier mythe, le capteur cardio est fiable. Ça dépend lequel. Alors, on va détailler bien évidemment et peut-être débattre un petit peu autour de ces différents mythes. Dans un premier temps, Anthony, j'aimerais que tu puisses indiquer aux auditeurs quel est le rôle du cœur, pourquoi il est central dans notre pratique, dans notre quotidien bien évidemment, mais pour un sportif, pourquoi il a un rôle vraiment très majeur. Alors, quand on s'intéresse à la physiologie de l'exercice de façon globale, on va dire qu'on a 3 grands piliers pour faire très simple. On a le cœur, les poumons et les muscles, enfin très simplifié. Et donc le cœur, c'est une partie de ce trépied. Le cœur, en fait, c'est une pompe. C'est un muscle qui est une pompe dont le rôle est d'envoyer le sang qui est riche en oxygène et en nutriments vers les muscles qui travaillent, entre autres, et puis les autres organes. Et puis ensuite de récupérer le sang veineux qui va être pauvre en oxygène et dont les nutriments auront été prélevés par les muscles, et d'envoyer ce sang pauvre en oxygène vers les poumons pour qu'il se fasse réoxygéner. Et voilà, donc ça fait un double circuit, une double pompe, et donc un rôle absolument central pour adapter le débit cardiaque à l'effort notamment. Est-ce que comme un biceps ou un quadriceps, c'est un muscle qu'il est possible d'entraîner au fur et à mesure de sa pratique et au fur et à mesure des années? Absolument, et on a effectivement des signatures de ce qu'on appelle le cœur d'athlète souvent, qui témoignent d'adaptation du cœur, à la fois à l'augmentation un petit peu répétée et chronique des pressions générées par le cœur et puis des hauts volumes, des hauts régimes de volume à pomper à l'exercice. Quelqu'un qui débuterait un petit peu tardivement de la course à pied ou un sport d'endurance, est-ce qu'il y retrouvera les mêmes bénéfices ou est-ce qu'il y a quand même des plateaux et des âges auxquels le cœur ne pourra plus avoir le même rendement quand on parle de moteur, entre guillemets, parce que le cœur a cette position vraiment centrale, comme on vient de le dire? De toute façon, il y a toujours un bénéfice à soit à démarrer, soit à reprendre une activité physique. Peut-être que le remodelage sera un petit peu moins prononcé entre une personne qui était totalement sédentaire et qui commence son activité physique à 50 ans par rapport à un jeune, des fois on a des athlètes seniors qu'on voit en consultation et qui ont toujours fait du triathlon à très gros volume dans leur vie. Forcément qu'on n'aura pas le même remodelage cardiaque. Mais on peut quand même avoir des adaptations. Après, il y a encore des incertitudes à ce niveau-là. Et il y a un projet qui va être mené par le professeur Guillaume Millet qui va être intéressant là de mettre des sédentaires à l'ultra. Et ce sera intéressant de voir s'il y a ces adaptations, alors sur le plan cardiaque, mais aussi sur tous les autres plans, musculaires, métaboliques, chez des personnes qui étaient sédentaires et puis qui se remettent un petit peu sur le tard à l'activité physique. Quelle différence justement entre un cœur de sédentaire et un cœur de sportif, quand tu les vois, toi, en consultation et en testing?
Alors, on a différentes signatures de ce cœur d'athlète qui sont pas systématiques. Ces modifications-là, on les retrouve chez un pourcentage significatif d'athlètes, mais c'est pas chez tous les athlètes. Et des fois, on est assez surpris d'avoir, notamment à l'échographie, des cœurs, un cœur finalement assez banal, malgré des volumes d'entraînement qui peuvent être très très importants. Donc voilà, ce remodelage, il n'est pas forcément systématique. Les choses dont on pense spontanément, ça va être une fréquence cardiaque de base qui va être un peu plus basse chez des athlètes, notamment des athlètes d'endurance. Et puis après, et puis des petits signes à l'électrocardiogramme, sans rentrer dans les détails, mais des petites variations chez les athlètes. Et puis à l'échographie, on va avoir globalement des cœurs qui vont être un petit peu dilatés, une dilatation qu'on dit harmonieuse au niveau des 4 cavités cardiaques, et des parois qui peuvent être un petit peu plus épaisses. Avec, historiquement, on avait une description, une séparation entre les sports d'endurance et les sports de force. On disait que les sports d'endurance, ça dilatait vraiment la cavité cardiaque, et les sports de force, ça faisait de l'hypertrophie, ça augmentait la paroi des cavités cardiaques. Ce concept-là, il est un petit peu remis en question aujourd'hui, en tout cas un petit peu nuancé. Et les choses sont pas aussi séparées, aussi blanc et noir. Il y aurait des risques à avoir un cœur hypertrophié, un gros cœur justement ? Alors ça dépend, c'est-à-dire que des fois on se pose des questions, effectivement, c'est toute la difficulté parfois, c'est que on peut avoir des athlètes chez qui on se pose la question, est-ce que ce qu'on observe à l'échographie, c'est ce qu'on appelle un remodelage qui est lié à l'activité physique, ou est-ce que en fait c'est un patient qui a une maladie cardiaque, parce qu'on a des maladies cardiaques qui provoquent une augmentation d'épaisseur des parois, des hypertrophies qui sont là pathologiques. On a des maladies où on a une dilatation des cavités cardiaques où c'est pathologique. Et donc des fois on a des patients où tout le défi c'est justement de distinguer qu'est-ce qui revient à l'activité physique, et où est-ce que mon athlète en fait il est authentiquement porteur d'une cardiopathie, et que c'est un patient qui pratique à bon niveau mais qui a aussi une cardiopathie. Et ça, c'est la difficulté effectivement parfois. On parle de toutes ces valeurs, on est avec nos montres bardées de données. On a la fréquence cardiaque maximale, on a la fréquence cardiaque au repos, on a la fréquence cardiaque de réserve. Comment on peut utiliser ces différents marqueurs ? Est-ce qu'ils sont fiables déjà par rapport à ce que les appareils, les montres nous remontent ? Et comment on va pouvoir nous s'en servir en tant que sportif ? Alors en termes de fiabilité, il faut avoir juste un peu conscience des différences de technologie qu'on a, notamment entre les cardiofréquencemètres qu'on a au poignet et les cardiofréquencemètres qu'on a les ceintures. C'est pas la même technologie, et ça peut expliquer des fois les petites variations qu'on a en termes de fiabilité. Le capteur qu'on a à l'arrière de nos montres, ça fonctionne par ce qui s'appelle la photoplétismographie. Donc c'est un signal lumineux qui est envoyé au niveau du poignet, et puis on mesure en fait la réflexion de cette onde lumineuse au niveau de nos vaisseaux sanguins. Au repos, on peut avoir des mesures qui sont assez fiables, mais dès lors qu'on monte en intensité, qu'on fait du travail d'intervalle et tout ça, la fiabilité peut chez certaines personnes être moins bonne, et notamment selon la couleur de peau, selon la sueur, selon si on applique bien la montre contre le poignet. Il y a beaucoup de choses, si on a des vibrations, il y a beaucoup de choses qui peuvent artefacter les mesures, et donc qui limitent un petit peu la fiabilité de ces mesures. La référence reste quand même la ceinture cardio classique, où là par contre c'est l'activité électrique du cœur qui est mesurée, et où là c'est quand même plus fiable. Voilà. Et puis il y a l'autre solution qui sont maintenant les brassards qu'on a, qui fonctionnent aussi par photoplétismographie, mais cette fois comme on est au niveau du biceps, où on a une artère qui est un peu plus proche, on va dire, du capteur, en tout cas un signal qui peut être un peu meilleur, et donc chez certains athlètes une fiabilité un peu meilleure. Voilà. Dans les entraînements, est-ce que tu conseilles l'utilisation de ce cardiofréquencemètre ? Alors, soit la ceinture, soit le brassard, tu l'as dit. Est-ce qu'ils peuvent nous montrer des indicateurs au niveau de notre état de santé, au niveau de notre forme dans l'entraînement, dans la préparation d'un objectif ? Est-ce que toi, tu t'en sers au quotidien, et comment tu l'utilises ? Est-ce que c'est en séance ou est-ce que c'est a posteriori ? Alors, moi, oui. Toujours, je l'utilise toujours, et je regarde jamais pendant la séance. Je regarde toujours a posteriori.
Je pense que c'est une opinion personnelle, mais qui est quand même corroborée par ce que disent beaucoup d'autres spécialistes du domaine. J'accorde une grande part aux sensations en séance, et peu importe l'intensité. Et j'aime bien rester entre guillemets en aveugle de toutes les données, quelles qu'elles soient, hein, parce qu'on peut avoir la fréquence cardiaque, on peut avoir la puissance, on peut avoir plein de choses. Moi, j'aime bien rester en aveugle et voir a posteriori, en fait, une fois que j'ai débriefé mes sensations, est-ce que c'est en concordant ou discordant avec mes valeurs de fréquence cardiaque. Si je devais faire un footing cool, je trouve ça intéressant en posteriori de voir en fait est-ce que en termes de fréquence cardiaque j'étais bien plus haut que ce que j'aurais dû être, ou est-ce que j'étais dans mes intervalles. Si j'avais une séance de seuil ou une séance de VO2 max, est-ce que j'étais dans les bonnes intensités, ou est-ce que voilà, je trouve ça vraiment intéressant. Moi, j'aurais tendance à dire les sensations avant tout, et apprendre aussi à corréler ces sensations avec des valeurs de fréquence cardiaque. Alors ça, pas toutes les séances, mais après, quand on se connaît bien, on finit par savoir à un BPM près à quelle fréquence cardiaque on est, sans regarder la montre. Avec le temps, enfin, des athlètes très entraînés, à n'importe quelle allure, on leur demande et ils savent à quelle fréquence cardiaque ils sont, même sans capteur. Donc, indispensable, non, surtout quand on reprend, et encore plus quand on reprend. Moi, je dirais primo sensation, mais ça peut être un bon outil, je trouve, a posteriori, en fin de séance, ouais. Alors, il est vrai que quand on reprend une activité physique, on a tendance à voir que le rythme cardiaque est beaucoup plus élevé, ou après une maladie, ou après un épisode médicamenteux, je dirais. Ouais. Est-ce qu'il faut y accorder de l'importance, ou est-ce que ça va rentrer dans la normale petit à petit parce que l'entraînement va être repris de façon progressive ? Oui, on a toujours effectivement, hein, quand on a dû couper pour une raison X ou Y, soit une coupure volontaire, coupure annuelle, soit coupure forcée liée à une blessure ou à un événement de vie, ou voilà. Il faut toujours reprendre progressivement et ne pas vouloir brûler les étapes, à vouloir absolument, et c'est la chose qu'on a tous fait, ou même quand on débute la course à pied, hein, on fait tous la même chose, et moi le premier. On fait tous nos footings en étant quasiment au seuil tout le temps, et on pense que c'est bien de faire ça en fait. Or non, on est là à se fatiguer, on crée pas de très bonnes adaptations, on a un ressenti qui peut être douloureux, pas très agréable, hein, c'est des intensités qui sont pas très agréables. Donc moi je dirais voilà, toujours reprendre. Quand on reprend cool, prime au plaisir, et en sensation, être vraiment à l'aise, et pas vouloir à tout prix retrouver les allures de course qu'on avait quand on était à la fin de la prépa marathon qu'on a fait 3 mois avant, quoi. Est-ce que l'entraînement, Anthony, va permettre de baisser ce seuil de rythme cardiaque à un effort que je dirais constant? C'est-à-dire, on est en allure 1 et on va constater au fur et à mesure des semaines, des mois, que le rythme est de plus en plus bas. Est-ce que c'est signe qu'on est plus endurant, plus efficient au même rythme, avec un cœur qui bat de fait moins vite? Dans la majorité des cas, oui. Dans la majorité des cas, c'est-à-dire que j'exclus la question, on va dire, chez des athlètes qui ont des hauts volumes, la question après de surentraînement, voilà, où on peut avoir des problématiques effectivement de fréquence cardiaque paradoxalement un peu plus basse, et voilà. Mais pour faire simple, et pour la majorité des personnes, et tous ceux qui auront fait une prépa marathon ou autre l'ont bien vu, hein, entre la première séance un peu longue qu'on fait et puis la séance clé qu'on fait 2-3 semaines avant son marathon, effectivement, avec l'entraînement, très clairement, on va avoir un abaissement de la fréquence cardiaque pour une certaine vitesse ou une certaine puissance. Tout à fait, ouais. Et est-ce que ça impacte également le rythme cardiaque dans notre vie de tous les jours, le fait de le travailler à l'effort? Est-ce qu'au quotidien, on aura une baisse également significative de ce rythme cardiaque? Globalement, plutôt oui. Alors après donner des valeurs et donner voilà, oui, c'est difficile. Ça dépend vraiment du profil physiologique de chacun, mais c'est vrai, c'est une constante. Mais de façon générale, quand on est dans une bonne phase d'entraînement, qu'on répond bien à l'entraînement, et qu'on n'est pas en train de tomber dans de la fatigue chronique ou autre, et que voilà, souvent on voit quand même chez les athlètes entraînés, on connaît bien ça, une fréquence de repos notamment qui est plus basse que quelqu'un qui s'entraîne pas du tout, voilà. Ouais. C'était la question de Delphine, qui est une athlète de mon groupe d'entraînement, de l'association, et qui se demandait, par rapport à son rythme cardiaque qui baissait, est-ce qu'elle était en forme ou, à l'inverse, en période de surentraînement? Donc là, il faut prendre en compte d'autres aspects pour pouvoir poser un diagnostic. Ouais.
Oui, et parfois effectivement c'est pas facile. Je pense que un indicateur clé, c'est comment se passent les séances en fait. Est-ce que niveau performance, est-ce qu'on arrive à tenir les allures demandées? Est-ce qu'on prend du plaisir à aller s'entraîner? Ça c'est important, et du plaisir à aller faire les séances intenses, et voilà, ou est-ce que c'est la corvée tous les jours d'y aller? Bon, pour être un petit peu caricatural. Et puis est-ce qu'on a d'autres choses, d'autres signes? Voilà, sur le plan hormonal, sur le plan nutritionnel, qui nous mettent quand même la puce à l'oreille qu'on est en train de tomber sur plutôt de la fatigue chronique, et qu'on n'est pas au contraire dans un moment de bonne adaptation. Voilà. Ouais. Comment on va pouvoir déterminer ces différentes zones de travail et indirectement, quelle va être notre fréquence cardiaque maximale? C'est difficile de l'estimer, dans le sens où est-ce qu'on sait si vraiment on a poussé au maximum sur un effort? Est-ce que tu as des astuces, toi, pour la déterminer assez simplement, parce que on n'est pas tous en mesure de passer les portes d'un laboratoire et d'avoir ces tests? Alors comment on procède sur le terrain? Alors effectivement, donc soit ça peut se faire en laboratoire, en laboratoire d'exploration, auprès d'un médecin du sport, d'un cardiologue, avec un test d'effort incrémental classique, où à la fin, normalement, on doit atteindre la fréquence max ou proche. Sinon après, il y a tout un ensemble de séances, des séances d'intervalles courts, qui permettent d'approcher, de titiller la fréquence max. Donc ça peut être une séance de 30-30, ou une séance avec des intervalles un petit peu plus longs. Et la fréquence max aussi, on y tend sur des efforts continus, des courses par exemple, un 5 km à bloc, on tend progressivement vers la fréquence max. Après, tout ça, c'est des choses, chez une personne qui est totalement sédentaire, qui reprend son activité physique, j'aurais tendance je lui conseillerais pas, dans son coin toute seule, d'aller chercher sa fréquence max sur un stade, en faisant son test dans son coin. Et d'ailleurs, c'est recommandé, quelqu'un qui est sédentaire, qui reprend une activité physique intense, que ça soit fait de façon monitorée avec un professionnel de santé, avec un médecin, pour aller justement voir que tout se passe bien dans ces très hautes intensités là, et pas le faire tout seul dans son coin. Ouais. Alors ces zones, elles vont nous permettre de définir, alors c'est 3, c'est 5, ça dépend également des modes d'entraînement. Moi je trouve que 3 c'est assez simple. Il y a la zone 1, comment tu pourrais la définir, cette zone cardio, la première, avec des valeurs qui sont relativement basses? Ouais, donc zone 1, globalement, on est en dessous de ce qu'on appelle le premier seuil ventilatoire. C'est une zone de stabilité, un petit peu de tout en fait, hein. Stabilité cardiaque, stabilité respiratoire, stabilité métabolique. C'est une intensité qu'on peut tenir en théorie, plusieurs heures, et on est dans une aisance complète. On est capable de discuter sans problème avec les collègues. Donc ça, c'est dans le modèle polarisé. Alors les entraîneurs, et tu en as eu souvent sur ton podcast, décriront ça mieux que moi sur le modèle polarisé, mais ça représente normalement la majorité du temps passé dans la semaine en entraînement, hein. Et ça, souvent, les athlètes ne respectent pas assez ces intensités-là. C'est-à-dire qu'on va toujours avoir tendance à vouloir aller plus haut, parce qu'on a l'impression qu'on fait pas grand-chose à cette intensité-là, mais c'est une nécessité de passer du temps à cette intensité relativement faible, entre guillemets, où on est à l'aise, mais le volume, voilà, c'est là où il doit se faire. La deuxième zone, c'est peut-être la plus difficile à aller définir, parce que la troisième, c'est la haute intensité. Là, on est au max, donc c'est le plein régime, et on sent que ça tape à l'intérieur de la cage thoracique. La zone 2, comment tu la définis? Alors, si on reste sur un modèle à 3 zones, la zone 2 serait la zone du tempo. Ce qu'on appelle le tempo, qui veut tout et rien dire. Alors, le problème, ce qui va embrouiller les auditeurs, c'est qu'il y a 15 000 termes différents pour parler de ces zones-là, et presque autant de termes que d'entraîneurs et de préparateurs physiques, et voilà. Mais sur un modèle à 3 zones, la zone 2, c'est on n'est ni en aisance, ni c'est facile, ni on est dans le domaine très sévère, où on est là dans une instabilité totale. On est là, c'est le tempo, on est quand même bien essoufflé, mais où on peut durer un peu longtemps quand même, quoi. C'est entre l'allure semi et l'allure marathon, donc c'est un entre-deux en fait, qui est fatigant physiologiquement, et où on n'a pas forcément le maximum des adaptations qu'on pourrait avoir soit à faire qu'on a à faible intensité, soit à très haute intensité. Donc dans le modèle polarisé, c'est une zone où on va pas tellement souvent que ça. Ouais. Et souvent, quand on reprend, on a tendance à faire tous nos footings à cette intensité-là. C'est-à-dire parce qu'on peut pas faire tous nos footings évidemment
en intensité sévère, on ne tient pas très longtemps. Et donc souvent, on est toujours là, à aller dans cette zone un peu du milieu. Ouais. Dans la zone à haute intensité, quels sont les bénéfices? Pourquoi on va aller chercher ces hautes intensités? On veut repousser encore plus loin donc cette fréquence cardiaque maximale, on veut aller la chatouiller. Quels vont être les bénéfices de cette zone pour le cœur et pour le sportif? Bon, c'est là où on va aller chercher le maximum d'adaptation sur le plan, sur tous les plans en fait, et notamment au niveau périphérique, au niveau musculaire, avec voilà, en augmentant après la capacité d'extraction en oxygène des muscles. Enfin, c'est là où on va maximiser en fait les bénéfices. Donc on passe pas beaucoup de temps dans ces zones-là, au-delà du deuxième seuil ventilatoire et puis jusqu'aux zones progressivement jusqu'aux zones anaérobies. Donc on sait que c'est là où on maximise quand même les adaptations, sur le plan périphérique notamment. Oui. Alors la question qui revient souvent, est-ce que c'est dangereux de courir vite ou à l'inverse, de courir trop longtemps? Donc là, on est vraiment sur les deux zones, dans la zone 1 ou dans la zone 3. Pourquoi on a ces croyances? Pourquoi on vient nous dire tu cours trop longtemps, tu cours trop vite et c'est pas bon pour toi? Alors déjà, le concept du trop, il dépend de la personne, il dépend beaucoup des personnes. C'est-à-dire et de qui on a autour de soi. Et voilà, si on a que des sédentaires autour de soi, quelqu'un qui court 3 fois par semaine, pour certains, ils auront l'impression que c'est trop. Si on a que des ultra-trailers élites autour de soi qui en font tous entre 20 et 25 heures d'entraînement, on aura tendance à tort à banaliser ça. Et voilà. Donc le trop est très difficile à appréhender. Ensuite, pourquoi est-ce que on a cette notion de dangerosité entre guillemets? Parce que c'est en gros le constat que plus on monte en intensité, plus on augmente le stress au niveau de l'organisme, avec le relargage d'hormones du stress, l'adrénaline, etc. Voilà, et potentiellement, un surrisque, voilà, d'accidents transitoirement liés à ce stress. Quand on pousse, mais c'est comme n'importe quelle chose, comme une voiture, on se dit bien que lorsqu'on la pousse au maximum de sa vitesse, au maximum de la puissance du moteur, il peut se passer plus de choses que lorsqu'on est à très faible allure. Donc après, la notion de trop, elle est à individualiser selon chacun en fait. Est-ce qu'il y a selon l'âge, selon une pathologie connue ou méconnue, et c'est tout là la problématique, selon les facteurs de risque, selon ce que la personne avait déjà l'habitude de faire auparavant. Donc il y a pas un trop universel et il faut s'adapter à chacun. Quel type d'entraînement on va privilégier pour prendre soin de son cœur? Est-ce que c'est la haute intensité? Est-ce que c'est la basse intensité? Ou est-ce que c'est une combinaison des deux, comme on l'a dit depuis tout à l'heure? Pareil, ça dépend à qui on s'adresse. Si on a quelqu'un d'absolument sédentaire, ça serait, à mon sens, c'est difficile de lui inclure d'emblée la haute intensité s'il n'a pas l'habitude de faire de l'exercice. Parce que non seulement c'est potentiellement risqué, si on le connaît pas et si la personne se connaît pas à l'effort, et puis c'est le meilleur moyen de la dégoûter de ça, parce que, on va pas se le cacher, lorsqu'on n'est pas habitué à faire du sport, d'aller titiller ces intensités au-delà du deuxième seuil ventilatoire, c'est pénible. On apprend à apprécier cette pénibilité quand on s'entraîne, mais c'est pas forcément quelque chose d'inné. Donc quelqu'un qui reprend, qui était sédentaire, et voilà, déjà commencer par tous les jours faire de l'activité d'intensité physique modérée, c'est ce qui est recommandé en première intention, quelque chose qui fasse plaisir à la personne, et la régularité, c'est vraiment la clé. Et si après on arrive déjà à induire des changements de comportement de santé avec de la régularité tous les jours, de faire son activité physique d'intensité modérée, pourquoi pas après les rajouter de la qualité dessus, mais pas faire les choses à l'envers. Ouais. Et d'être, comme tu l'as dit, vraiment à l'écoute de ces sensations. Je me rappelle ces séances au collège où on prenait le rythme cardiaque au niveau du poignet pour savoir si on avait bien travaillé ou pas. Alors c'était peut-être très empirique comme prise de mesure, mais au moins on n'était pas forcément biaisé par tous nos outils tels que les montres aujourd'hui. Ouais, oui, non, mais on en reste là effectivement. Les sensations avant tout, et d'autant plus quand on est dans une phase de reprise quelle qu'elle soit, ou qu'on débute l'activité physique, être à l'écoute de ces sensations et ne pas hésiter à se faire entourer pour que cette activité physique se fasse de façon sécurisée, et pas faire les choses tout seul dans son coin. Ouais.
Ce rythme cardiaque, il questionne quand même beaucoup de coureurs, et moi je le vois dans nos séances de groupe, entre un coureur qui va avoir un rythme cardiaque très bas avec une vitesse relativement élevée, et d'autres sportifs avec un rythme qui va être lent sur le plan de la vitesse, mais avec un cardio qui monte très haut. Alors est-ce que l'on est finalement égaux sur ce plan physiologique? Est-ce que c'est grave? Est-ce qu'il faut finalement s'en inquiéter? C'est vrai que c'est marrant que tu aies ces retours-là parce que c'est effectivement un motif assez fréquent qu'on a d'exploration à l'effort avec des personnes qui sont inquiètes sur leur fréquence cardiaque que leur donne leur montre ou voilà. Bon, la chose à retenir, c'est qu'on est tous différents. On a tous des réponses alors, des réponses cardiaques qui peuvent être différentes, des fréquences maximales différentes pour un même âge. Et donc, il s'agit pas de se comparer. Il n'y a pas un bien ou moins bien. On est comme ça à un instant T. Et ça aussi, on a une variabilité interindividuelle d'un jour sur l'autre, selon qu'on est fatigué, qu'on a bien dormi, est-ce qu'on est en train de tomber malade, est-ce qu'on est en phase de pic d'entraînement, est-ce qu'on est en phase de surentraînement, est-ce qu'on sort d'une compétition. Il y a plein de choses qui font varier potentiellement la fréquence max pour un individu. Et après, ben voilà, on connaît tous des personnes qui effectivement qui montent très haut et qui se portent bien, et puis d'autres qui ont une fréquence max qui est plus basse. Il n'y a pas de hiérarchie il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de bien, moins bien. Et voilà. Et après, en termes quand s'inquiéter, enfin voilà. Déjà, s'il y a des symptômes, c'est la première chose. C'est-à-dire que si j'ai des valeurs anormales mais qui sont corrélées à des symptômes, des palpitations, ben dans ce cas-là, il faut effectivement l'explorer. Et après, ça arrive des fois, si on a des personnes qui ont des mesures qu'on juge fiables, avec la ceinture cardio-fréquence mètre, et qui ont clairement des tracés qui semblent vraiment bizarres, c'est-à-dire que voilà, ils étaient en train de faire un footing et puis tout d'un coup, brutalement, la fréquence cardiaque qui passe à 200 pendant 3-4 minutes et puis qui revient normal. Ça, c'est des choses quand même qui nous interrogent. Et dans ce cas-là, on a tendance à pousser quand même les explorations. Mais sinon, si on a une fréquence cardiaque qui répond de façon appropriée aux intensités, qui monte bien quand on monte en intensité, qui redescend bien quand on redescend en intensité, qu'il n'y a pas de choses bizarres, qu'il n'y a pas de symptômes, a priori, il n'y a pas de motif d'inquiétude. Moi, ce qu'on me dit souvent, c'est que je n'ai pas de cœur, parce que ça ne monte pas très très haut, et mon épouse me dit, mais oui, mais t'as pas de cœur, donc c'est normal que ça ne batte pas beaucoup plus vite. Mais là, j'y peux rien. C'est la nature qui m'a doté de ce rythme cardiaque. J'ai beau essayer de le travailler, de pousser, j'arrive pas à monter, comme tu disais tout à l'heure, à 200. Ça, c'est quelque chose que je n'arriverai pas. Mmh. Mais voilà, après, bon, si jamais vraiment il y a vraiment un questionnement à ce niveau-là, on peut toujours, ça vaut toujours le coup après de faire une exploration à l'effort, voilà, avec un tracé électro à l'effort, et pour s'assurer qu'on n'est pas, comment dire, qu'on ait une cinétique de fréquence cardiaque qui soit appropriée sur un test maximal et qu'on atteigne des valeurs qui sont quand même raisonnables en fin d'effort, que tu sois pas là à plafonner totalement, qu'il n'y ait pas une pathologie, une incompétence du cœur à monter en fréquence cardiaque. Comment on explique cette différence de fonctionnement, cette inertie avec des cœurs qui vont monter très très progressivement et d'autres qui vont être très rapidement hauts, et puis après on est sur un régulateur, ça ne monte plus? Ça dépend pas mal du niveau d'entraînement et puis de l'exercice qui est pratiqué, et puis du type de sport qui est pratiqué. C'est-à-dire qu'entre quelqu'un qui est sportif d'endurance et qui a l'habitude de faire des gros volumes d'entraînement versus une personne, je sais pas, qui fait que de la musculation, par exemple, et avec qui on va faire un footing, on va avoir des cinétiques de fréquence cardiaque qui peuvent être très différentes. Donc voilà, principalement quand même l'entraînement qui joue beaucoup à ce niveau-là. Alors Anthony, avant qu'on aborde les signaux qui peuvent conduire nos auditeurs, des athlètes, à rejoindre vos cabinets d'exploration en médecine du sport, est-ce qu'il est judicieux, comme on me l'a proposé à 40 ans, d'aller faire un test d'effort? Mon médecin généraliste m'a dit, Monsieur Martin, vous basculez dans la 4e dimension, attention, il faut faire un test d'effort parce que vous courez beaucoup et ce serait bien d'aller voir ce qui se passe. Est-ce que tu trouves que c'était judicieux? Alors c'est une grande question et j'aurais surtout pas la prétention de résumer tout le débat, enfin de faire tout le débat moi tout seul, parce que c'est quelque chose qui anime la communauté de la cardiologie du sport depuis des années, et c'est à qui faire pratiquer des épreuves d'effort, et voilà. Ce qui est clair, c'est que des épreuves d'effort systématiques à tout le monde, non. Et surtout sans raisonnement derrière, sans réflexion.
sans démarche diagnostique, c'est à ne pas faire. On se pose toujours la question en fait pour un patient, c'est-à-dire qui j'ai en face de moi, quels sont ses facteurs de risque cardiovasculaires, hein, est-ce qu'il fume, est-ce qu'il a du diabète, est-ce qu'il a de l'hypertension, est-ce qu'il y a dans la famille est-ce qu'il y a eu des problèmes de cœur jeunes, hein, des infarctus jeunes, est-ce qu'il y a des problèmes au niveau du cholestérol, et ça c'est quelque chose qui est souvent il y a une inertie un peu à prendre en charge ce cholestérol, et les personnes nous disent ah non mais ça on sait depuis que je suis jeune et personne n'en fait rien, et ça c'est un problème. Le tabac, j'en ai pas parlé, mais il y a beaucoup de sportifs qui fument, et du tabac, du cannabis, voilà, et d'autres toxiques. Donc quels sont les facteurs de risque? Qu'est-ce que fait la personne déjà? Est-ce que c'est un sportif aguerri qui fait du sport depuis ses 20 ans et puis et à haute intensité et qui veut juste continuer son sport à haute intensité et qui a aucun symptôme, qui se plaint de rien? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui était je sais pas, un ancien obèse qui était totalement sédentaire et puis qui là tout d'un coup veut se remettre à fond et courir un marathon dans 6 mois? Et puis est-ce qu'il y a des symptômes? Voilà. Et donc avec tout ça, on raisonne et derrière on prescrit ou non des examens complémentaires, dont test d'effort. C'est un peu comme ça qu'on réfléchit. Quel est le protocole quand vous accueillez un athlète qui vient pour un test d'effort? Il y a un entretien préalable avant l'exploration fonctionnelle? Toujours. Et c'est fondamental d'avoir ce temps-là, et c'est une chance d'avoir ce temps-là d'entretien, déjà pour recueillir tout ce qu'on a dit, tous ces facteurs de risque, et avoir un recueil vraiment, de laisser la personne s'exprimer sur ses symptômes à l'effort, et de prendre le temps, parce que ça va grandement modifier en fait la façon dont on va interpréter notre test d'effort. Si on a des constatations un peu borderline, si la personne se plaint de rien, voilà, bon bah on poussera pas plus. Mais une personne qui vient me voir, qui a des facteurs de risque, qui a des douleurs qui sont très suspectes à l'effort et qui a un test d'effort qui est normal, on peut pas légitimement s'arrêter là. On fera d'autres explorations si on a des douleurs qui sont vraiment typiques, des douleurs ou d'autres symptômes qui nous semblent vraiment bizarres. Et donc ça, il faut les traquer, il faut prendre le temps d'aller chercher ces symptômes-là. Donc le temps d'interrogatoire avant et d'examen clinique avant l'épreuve d'effort, il est vraiment essentiel. Alors moi, je l'avais passé à Orléans et j'avais été un petit peu déçu dans le service de médecine du sport, non pas des praticiens, mais de l'objet qui avait été utilisé pour le test, à savoir un vélo. Ouais. Sauf que c'est pas mon sport de prédilection et j'ai beau avoir de grosses cuisses, je pense que je suis pas capable de les utiliser pleinement comme les cyclistes qui ont l'habitude, tu vois, de rouler pendant des heures et des heures. Alors est-ce que ce test, on peut en tenir compte quand même par rapport à des métriques qui vont ressortir, ou est-ce qu'il faut l'ajuster et l'adapter un petit peu? Alors, c'est vrai qu'effectivement, le moyen le plus couramment utilisé pour les explorations à l'effort, effectivement, c'est des vélos, des ergocycles. Il y a beaucoup d'avantages à ça, notamment au niveau du tracé de l'électrocardiogramme à l'effort, qui est quand même beaucoup plus stable et beaucoup plus interprétable en vélo que en course à pied, où quand on a un athlète qui court à 18, 19, 20 km/h, ça bouge quand même pas mal. Et donc lorsque le test d'effort il est fait à visée de santé, de recherche d'un problème médical, de recherche de signes de souffrance X ou Y à l'effort, on a quand même des plus beaux tracés sur vélo. On a aussi la possibilité de mesure itérative de la tension artérielle à l'effort, chose qui est beaucoup plus difficile chez quelqu'un qui court, notamment sur les derniers paliers. Donc voilà pourquoi en première intention, souvent, quand la problématique c'est l'exploration de symptômes à l'effort, ou quand c'est un dépistage pour recherche de signes de souffrance du cœur à l'effort, souvent on fait ça sur vélo, en première intention. Sachant que sur vélo, avec le protocole incrémental, ça va quand même t'amener progressivement vers ton intensité maximale, vers ta puissance maximale aérobie, et on pourra en dire plein de choses. Avec quelques petites différences par rapport effectivement à un coureur à pied qui fait que de la course à pied, qui fait pas de vélo, on peut avoir une différence de fréquence cardiaque max, généralement de l'ordre de 5 à 10 battements max au niveau de la fréquence max, guère plus. Voilà un petit peu en termes de différence. Après, des fois, on a des athlètes qui ont des symptômes, et uniquement, par exemple, en course à pied. Dans ce cas-là, il est licite de proposer un test d'effort sur tapis. Si la personne voilà. Et si la personne, l'autre chose, c'est si on n'est pas dans le cadre pathologique, mais que c'est juste un athlète qui veut connaître ses seuils et sa VO2 max, et qui vient pour ça, et qui est trailer professionnel, voilà.
il est évidemment licite de lui proposer un test d'effort sur tapis avec de la pente pour coller au mieux sur sa discipline. À condition d'être habitué à courir sur un tapis, parce que c'est pas du tout les mêmes sensations et les mêmes repères pour l'athlète que sur un tracé en trail ou en bitume. Ouais, c'est vrai, tout à fait. Oui. Est-ce qu'on peut légitimement demander à son médecin généraliste de passer un test d'effort, mais là plutôt à viser performance? On n'a pas de signe apparent, mais on souhaite connaître ce que tu disais tout à l'heure, ses valeurs, ses seuils, ses zones cardio. Est-ce que le médecin est en droit de refuser? Alors, refuser non, parce que de toute façon, c'est toujours intéressant d'avoir une évaluation à l'effort. Après, c'est plus en termes de, si on est totalement en dehors du soin courant et que c'est juste l'athlète qui veut connaître, voilà, niveau performance, c'est juste en termes de parcours de soins et en termes de remboursement où on n'est pas sous le même régime que pour l'exploration de symptômes ou, voilà. Donc il peut rester un reste à charge si c'est pas dans le parcours de santé bordé pour le côté prévention. Justement, Anthony, pour le côté prévention, parce que ça fait l'objet également de cet épisode, et le message que tu souhaites diffuser aux auditeurs, c'est soyez à l'écoute de vos sensations, et justement, quels sont les signes que l'on va pouvoir mettre un petit peu en lumière, qui doivent nous inquiéter et nous pousser à consulter et à venir te voir, alors peut-être pas à Grenoble, mais à aller pousser la porte d'un cabinet de cardiologie. Alors ces signes, ils sont assez simples et ils sont bien exposés dans ce qu'on appelle les 10 règles d'or du club des cardiologues du sport et je t'invite à mettre peut-être dans le descriptif de l'épisode ou autre ces règles d'or qui ont été édictées qui sont vraiment assez simples en fait et à avoir à mon sens toujours à l'esprit. Pour faire simple, se dire que le cœur, c'est un organe qui est absolument fabuleux, qui travaille en silence normalement. Hein. Peu importe l'intensité qu'on fait, il n'y a pas de raison que le cœur se fasse sentir. Il fait son job sans donner de symptômes. Et donc, le message, c'est dans les règles d'or, on retrouve que, évidemment, toute douleur à la poitrine à l'effort, tout essoufflement qui semble anormal, disproportionné, c'est-à-dire qu'évidemment, si on est en train de faire une séance de VMA, on va ressentir un inconfort respiratoire. Mais si c'est totalement disproportionné par rapport à l'intensité qu'on fait, des palpitations, le cœur qui s'emballe, pareil, de façon inappropriée par rapport à l'intensité de ce qu'on fait, tout malaise à l'effort, doivent alerter. Pareil, quelque chose qu'il faut rechercher, c'est la baisse de performance inexpliquée ou la difficulté. Parfois, on a ça chez les athlètes plus vétérans. La difficulté pour rentrer dans son effort. Souvent, on a des cyclistes comme ça qui disent pendant 10 minutes, 15 minutes, je galère à rentrer quand je monte une côte. Là, c'est difficile au début et puis ça va mieux après. Ça, quand même, ça peut nous mettre la puce à l'oreille et c'est explorer. Donc, tout ça, c'est des choses. On n'est pas censé avoir ces symptômes-là à l'effort, peu importe l'intensité. Et le message global, c'est ne pas forcer contre ces symptômes-là. On n'est pas dans le no pain no gain en termes de symptômes de douleur ou autre. Est-ce qu'il y a différentes pathologies, différentes maladies? Est-ce que le coureur, le sportif d'endurance est plus exposé à certaines pathologies cardiaques? Si oui, lesquelles? Alors aujourd'hui, la course à pied et le trail sont tellement démocratisés dans la population française qu'en fait, on a une population qui est très large et qui ressemble à la population générale avec tous ces facteurs de risque. Notamment tous ces facteurs de risque cardiovasculaires. Et donc, assez logiquement, une des premières pathologies qui va nous poser problème, c'est toutes les pathologies au niveau des artères coronaires, ce qu'on appelle les cardiopathies ischémiques, avec le risque d'infarctus, et avec tous les facteurs de risque qui vont avec et qu'il faut traquer, rechercher, dépister, traiter si nécessaire, et surtout ne pas être dans une inertie à ne pas prendre en charge certains de ces facteurs de risque parce que la personne fait du sport. Et on voit trop souvent ça, c'est-à-dire des personnes qui pratiquent du sport, même du sport à très haut niveau, au volume, et qui sont un peu hyper tendues. Mais ça va, on traite pas parce que il fait du sport, donc ça compense. Et puis qui fume 3-4 cigarettes par jour, mais bon, ça va, et il fait du sport, donc ça.
Et puis il a un peu de cholestérol, mais bon, il fait. Et en fait, on se rend compte que on a un pourcentage significatif de personnes qui pratiquent du sport et même à haut niveau, qui ont en fait un ou plusieurs facteurs de risque cardiovasculaire. Et ces facteurs de risque se multiplient entre eux, multiplient le risque au final. Et ça, c'est un vrai problème. Et donc, il faut bien avoir en conscience que c'est pas parce qu'on fait du sport, et même beaucoup de sport et du sport à haut niveau, que ça annule et que ça permet de faire un petit peu tout et n'importe quoi. Est-ce qu'on peut avoir des inflammations du muscle cardiaque comme une inflammation d'un tendon ou d'un muscle ? Ouais, tout à fait. C'est ce qu'on appelle donc le cœur, le muscle cardiaque s'appelle le myocarde. Et donc, on peut avoir des inflammations effectivement du myocarde et ça s'appelle la myocardite. On en a un petit peu parlé, on en a pas mal parlé pendant le Covid notamment, mais c'est quelque chose qui était connu d'avant, où effectivement c'est souvent le schéma classique, c'est une infection qu'on va avoir un peu banale, qu'on a tous eu, un rhume ou une grippe, ou voilà, ou souvent on n'identifie pas quel virus c'était d'ailleurs. Et puis secondairement, des symptômes qu'on va avoir avec des douleurs à la poitrine, avec un essoufflement anormal, voilà, et des signes objectifs de souffrance du cœur en fait. Et ça va être toute une réaction inflammatoire qui va se localiser. Alors ça peut se localiser au niveau du muscle cardiaque, on appelle ça une myocardite, soit au niveau de l'enveloppe du cœur, on appelle ça une péricardite. Et avec potentiellement des signes un petit peu sérieux et une prise en charge qui est particulière, et un facteur de risque quand même de la péricardite, la myocardite, c'est de la pratique d'activité physique et d'activité physique intense en plein épisode infectieux. C'est pour ça que dans ces règles d'or, il y en a une de ces règles d'or, c'est de pas pratiquer d'activité physique intense quand on est en plein état grippal, quand on est malade, quand on a des courbatures de partout. C'est pas le moment. D'ailleurs, on n'a pas envie d'aller s'entraîner à ces moments-là, et c'est pas une bonne idée d'aller dire je vais m'entraîner coûte que coûte, je vais aller mettre une intensité pour aller transpirer du virus et tout ça. Ça ne marche pas. Ça n'a aucun rationnel physiopathe. C'est même risqué. Donc ça, c'est un message aussi important. Ça, c'était les croyances populaires, hein. Il faut transpirer parce qu'on va faire sortir le virus. En fait, non, c'est tout l'inverse. Ouais, et c'était ce concept de plus je vais aller souffrir un petit peu, ça va permettre d'accélérer le processus. Et en fait non, pas du tout. C'est-à-dire que lorsqu'on est malade, la seule chose à faire, c'est se reposer, c'est légitime, et le corps nous envoie des signaux pour se reposer. Le corps est bien fait, et on en revient aux sensations en fait. Et si un jour on est malade et on n'a pas envie de s'entraîner, c'est que c'est pas le moment pour aller s'entraîner. Est-ce qu'il y a, Anthony, au niveau, si on continue là sur ces paramètres un petit peu extérieurs, un danger à courir quand il fait trop froid ou alors quand il fait trop chaud? Est-ce que là aussi, le corps, qui est une belle machine, va être capable de se réguler et de s'ajuster en fonction des conditions météo qui peuvent être parfois un petit peu extrêmes? C'est un point qui est vraiment super intéressant, très important, et qui va prendre son importance de plus en plus au fil des prochaines années, on voit avec les amplitudes thermiques et puis les grosses chaleurs qu'on voit de plus en plus. Ce qui est sûr, c'est que ces températures extrêmes, ça vient rajouter un stress physiologique en plus du stress de l'exercice, que ce soit les très fortes chaleurs ou le froid extrême. Donc, je dirais que ça nécessite une encore plus grande vigilance quand on pratique son activité physique, d'autant plus si on n'est pas habitué déjà à faire de l'activité physique dans des conditions optimales, on va dire, d'autant plus si on a des fragilités X ou Y, si on sait qu'on a une pathologie, une vulnérabilité au niveau cardiaque. Et donc, avoir un équipement en conséquence, prendre le temps de bien s'échauffer, toujours, et encore plus, quand il fait très froid, ou voilà. Quand il fait chaud, forcément éviter d'aller s'exposer en plein milieu de l'après-midi dans les très fortes chaleurs, toujours penser à bien s'hydrater. Et puis quand on est vraiment dans des températures extrêmes, des fois il est licite de repousser son entraînement, ou de s'adapter. Quand il fait vraiment très très froid, ça peut être d'aller s'entraîner en salle, et puis quand il fait très chaud, d'aller s'entraîner plutôt le matin. Enfin voilà, après on est plus sur du bon sens. Mais le message, encore une fois, on en revient aux sensations. Rester toujours
très à l'écoute de ses sensations, encore plus quand on est dans des conditions extrêmes. J'ai un profil d'invité, Ludovic Chorgnon, qui est adepte de sport un petit peu extrême et d'aventures à la fois polaires ou très très chaudes, mais il allait soit dans une thermoroom pour entraîner le cœur au rythme finalement d'une chaleur importante, ou dans une chambre froide d'un supermarché pour que le corps s'adapte. Alors, on est sur des pratiques extrêmes peut-être, mais ça montre que le corps est capable de réagir et de bien tolérer, à condition de le faire de façon responsable et en étant encadré, bien évidemment. Bien sûr, non, mais de toute façon, le corps, le cœur et le corps c'est une machine d'adaptation fantastique dans une certaine mesure. Et puis chez certaines personnes, il y a des capacités d'adaptation qui sont hors normes, et c'est génial, c'est fantastique. Mais souvent, quand on voit certaines aventures qui sont très médiatisées, on voit que le résultat final, et on voit pas effectivement toute la préparation et toute la progressivité qu'il y a eu derrière tout ça. Que ce soit sur des athlètes, je sais pas, qui vont briller sur un marathon des sables ou des expéditions polaires, oui, mais tout le travail qu'il y a eu en amont, on le voit pas forcément. Et donc voilà, être vraiment attentif, et puis surtout quand on a des brusques changements de conditions, quand parfois il faisait frais, puis d'un coup on a une canicule qui arrive. Les premiers entraînements, on n'est pas habitué à ces fortes chaleurs-là, il faut faire attention. Ouais. À La Réunion, tu l'as senti, toi qui venais de métropole pour pouvoir aller performer sur cette diag. Est-ce que ça a nécessité une acclimatation et des ajustements dans ton entraînement ? Alors, est-ce qu'on le ressent ? Oui, on le ressent tout à fait. Et moi, j'étais arrivé 4-5 jours avant la course. J'ai pas eu le temps de m'acclimater. Clairement, c'est trop court. Et en fait, on le voit sur un footing cool, ça va. Mais dès lors qu'on commence à faire un petit peu des intensités, on sent que la pénibilité est beaucoup plus importante. Donc, effectivement, si c'était à refaire, j'irais au moins 2-3 semaines avant. Après, il faut le pouvoir, il faut se le permettre. Hein. Quand on a une activité professionnelle, il faut se le permettre de pouvoir arriver aussi longtemps à l'avance. Donc, ouais, on le ressent quand même. Anthony, on n'en a pas parlé. Est-ce qu'il existe des différences sur le plan cardiaque, physiologique, entre les hommes et les femmes ? Est-ce que ça peut avoir finalement des schémas un petit peu différents dans le fonctionnement du muscle cardiaque, ou pas du tout ? Alors, dans les grandes lignes, quand même, on retrouve les mêmes. C'est évidemment le même fonctionnement. On retrouve des adaptations qui sont à peu près similaires. Il est possible que le remodelage cardiaque qu'on observe notamment en écho, ou avec d'autres modalités d'imagerie, soit un peu plus prononcé peut-être chez les hommes, mais voilà, encore une fois, je reste très prudent parce que, un peu comme dans tous les domaines de la science et de la médecine, on a des études qui sont beaucoup attardées sur des hommes en fait, et la place des femmes était encore un peu peut-être pas assez représentée dans les études historiques. Donc voilà, ça va progressivement vers le mieux, mais dans les grandes lignes, on reste quand même sur des mécanismes physiopathes qui sont à peu près similaires. Alors, on en parle peut-être un peu moins, c'est vrai. On parle souvent de l'infarctus chez les hommes, et les femmes qui sont elles aussi victimes, voire très très jeunes. Est-ce que c'est sous-médiatisé, et comment on pourrait permettre aux auditeurs d'être vigilants avec la conduite à tenir s'il arrive ce type d'accident, et comment reconnaître que là il y a vraiment une pathologie grave et sévère, qu'on soit en pleine activité physique, mais là on est dans l'ordre de la santé publique, avec des gestes qu'il faut entre guillemets mettre en place. Comment on fait ? Alors c'est vrai qu'il y a eu historiquement, il y a eu beaucoup d'idées préconçues sur le fait que les infarctus touchaient essentiellement les hommes, et que les femmes étaient protégées. Alors c'est vrai qu'il y a un certain niveau de protection qui est conféré par les hormones féminines. Mais on sait aujourd'hui que les femmes malheureusement ont rattrapé les hommes en termes de risque cardiovasculaire et en termes de survenue d'événements cardiovasculaires. Je dis malheureusement parce que petit à petit, elles ont eu tendance à reproduire certains comportements. Enfin, certaines femmes ont eu tendance à reproduire certains comportements non vertueux de santé des hommes, notamment en termes de tabac. Et donc ça, forcément, ça a fait que derrière, de plus en plus de femmes ont présenté des infarctus et autres événements cardiovasculaires. Et ce qu'on dit aussi souvent, c'est que
on peut avoir des symptômes qui sont plus atypiques chez les femmes par rapport à la douleur thoracique typique qu'on connaît de l'infarctus, avec la douleur à la poitrine qui va dans la mâchoire, dans les poignets, voilà, où on peut avoir des présentations qui sont un peu plus trompeuses, un peu plus piégeuses chez la femme, et donc potentiellement, si on n'y pense pas, des prises en charge qui peuvent être un petit peu retardées, voilà. Donc on en revient, on va dire, sur les grands messages qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que tout symptôme anormal, mais ça peut être, voilà, chez certaines personnes, femmes ou hommes, ça peut être des nausées, par exemple, qui passent pas lors d'une séance, des nausées, envie de vomir, un mal-être, un pas bien gastrique. Des fois, ça peut être la seule manifestation d'un problème cardiaque. Donc, le message, je dirais, c'est que toute sensation bizarre qui persiste à l'effort, il faut l'explorer, il faut aller plus loin. Et dans ces cas-là, on va voir son médecin généraliste ou directement on va au service des urgences sans passer par la case, on va dire classique, le parcours de santé habituel? Ça dépend, c'est dur à dire. Après, de façon générale, on a quand même l'énorme chance en France d'avoir tout le système du 15, du SAMU, avec toujours un médecin potentiellement, enfin, qui est accessible au bout du fil et qui peut donner un conseil médical. C'est-à-dire qu'à toute heure du jour et de la nuit, sans forcément que ça débouche sur une prise en charge en urgence, mais si on a un doute, une question, ou voilà, il y a toujours un médecin qui peut prendre la personne au téléphone, faire un état des lieux et dire ça, vous pouvez attendre, ça peut attendre jusque le lundi matin que vous voyez votre médecin généraliste, ou au contraire, non, là il faut qu'on prenne en charge les choses de façon urgente. Donc si on a un doute, si on a quelque chose de vraiment bizarre qui nous inquiète, qui persiste à l'effort, il est licite si on a un doute, on appelle le 15 et on se fait conseiller par un médecin, voilà. Alors, j'avais une petite question. Alors, c'est peut-être une croyance là aussi, que la dentition et que des problèmes dentaires ou des infections dentaires pouvaient accentuer un risque au niveau cardiovasculaire. Est-ce qu'il y a un lien entre les dents et le cœur? Ouais, tout à fait. Et ça, c'est bien connu, pas assez recherché. Les athlètes vont pas assez chez le dentiste, malheureusement. Mais c'est vrai que un problème au niveau dentaire et une infection au niveau dentaire, en fait, va créer un climat inflammatoire global dans tout le corps, et donc peut avoir un retentissement en termes de blessures, en termes de susceptibilité, au niveau tendineux, au niveau voilà. Donc ça, c'est un premier point. Et après, alors pour rentrer plus dans une pathologie qui est rare heureusement, mais qui peut être très grave, c'est que des foyers infectieux, enfin une infection au niveau dentaire qui serait mal soignée, qui traîne, peut provoquer le passage de bactéries au niveau du sang, et des bactéries qui peuvent aller se mettre au niveau du cœur et des valves du cœur, et là ça devient très problématique. Donc bon, sans vouloir faire peur aux auditeurs, mais le message global quand même, c'est que la problématique la problématique dentaire, c'est vraiment de la prévention, et d'aller régulièrement chez son dentiste pour s'assurer que tout aille bien avant que tout aille mal, quoi. À l'image du dentiste, Anthony, que l'on voit régulièrement, normalement, un cardiologue, finalement, est-ce qu'on doit aller consulter si tout va bien et qu'il n'y a pas de signe avant-coureur? Il n'y a pas vraiment d'utilité. Alors là, c'est pas très vendeur pour vos cabinets, mais comment on peut savoir s'il est utile, opportun de passer la porte et de prendre rendez-vous avec un spécialiste, qui plus est dans l'exploration de la cardiologie du sport? Ça, c'est toujours de toute façon le parcours de soins en France est quand même fait en sorte que le médecin traitant a vraiment un rôle crucial dans l'adressage des patients, pour faire un premier niveau de filtre, pour identifier des patients chez qui sont pas des patients du coup, qui sont des personnes qui sont bien portantes, qui ont aucun antécédent, aucun symptôme, qui sont jeunes, qui pratiquent déjà à très bonne intensité, qui se plaignent de rien. Ces personnes-là, a priori, il n'y a pas d'indication à les voir de façon systématique sur le plan cardiologique. Mais après, c'est encore une fois à adapter selon chacun, selon chaque individu, chaque personne. Et si on a un doute, on discuter avec son médecin traitant, refaire le point, bien faire ce travail qui est vraiment nécessaire chez tous, de recueil des facteurs de risque, de recueil des problématiques de santé qu'il y a eu dans la famille, et puis de ce que faisait la personne en termes d'activité physique, ce qu'elle souhaite faire. Et là, on voit effectivement s'il y a besoin ou pas de voir le cardiologue.
Parce qu'on voit aujourd'hui dans les pelotons quelques raccourcis qui viennent à dire « Ah bah oui, il n'y a plus besoin de certificat médical, il y a aujourd'hui le PPS, mais on voit que chaque week-end, il y a des coureurs qui tombent suite à un problème cardiaque. » Est-ce que toi, tu as ce constat-là, qu'il y en a beaucoup plus qu'auparavant? Et quel est ton regard sur ce certificat médical et ce PPS? Alors là aussi, on est sur un sujet qui Sujet est épineux là, attention. ouais, c'est un sujet qui est épineux, qui est difficile, et j'aurais du mal moi tout seul à faire tout le débat, parce qu'il y a plein de il y aurait beaucoup de choses à dire. Déjà, c'est vrai que ces cas dramatiques qu'on voit dans les médias sont très médiatisés, mais restent heureusement rares par rapport au nombre de pratiquants, et puis en regard des autres causes de mortalité dont on parle pas du tout en fait. C'est-à-dire que, et heureusement, sinon les actualités seraient encore plus dures que ce qu'elles le sont au quotidien. Mais si on parlait tous les jours du nombre de décès liés au tabac, du nombre de décès liés à l'alcool, du nombre d'accidentés sur la route, il y en a beaucoup plus que le nombre de pratiquants qui malheureusement décèdent lors de leur pratique. Donc il ne s'agit pas de nier cette problématique-là, et encore une fois, c'est toujours des drames, mais souvent très médiatisés, donne cette impression que il y en a tout le temps, et provoque des réactions qui sont souvent un peu très sous le coup de l'émotion en fait du grand public, et c'est légitime c'est légitime de la part des personnes. Mais c'est vrai que le raccourci de dire on n'a jamais sauvé personne avec un certificat médical. Le certificat médical, on ne peut pas tout prévoir avec un certificat médical, et on peut pas tout prédire. Il faut être modeste dans notre exercice, et on le sait aujourd'hui que juste un certificat médical avec une discussion rapide en quelques minutes, où on prend Quand il y a discussion. Voilà, mais où on prend pas forcément le temps de recueillir tous les symptômes, et où c'est juste un examen physique, et où on fait même pas un électrocardiogramme, où on sait que la pertinence derrière du certificat, elle est assez faible en fait. On peut passer à côté de beaucoup de choses, et avec un risque contre-productif, c'est-à-dire que la personne qui se voit remettre ce certificat médical peut avoir l'impression que c'est tout bon, elle peut tout faire, et donc qu'il n'y a plus besoin d'être à l'écoute de ses symptômes, puisqu'elle a un certificat médical qui lui dit qu'il va rien lui arriver. Je fais le raccourci volontairement, mais ça c'est quand même un message global, c'est que peu importe le certificat qu'on fait, le test qu'on fait, les dépistages qu'on fait, ça n'empêche jamais, le dernier rempart, ça reste toujours les symptômes anormaux à l'effort. Et c'est vrai pour si on fait un test d'effort, si on fait tous les autres tests qu'on a à notre disposition, c'est pas parce qu'on a un test d'effort qui est jugé normal à un instant T, le lendemain, si la personne elle a une douleur à la poitrine en faisant un effort, il faut surtout pas qu'elle se dise j'ai fait un test d'effort hier qui était normal, il peut rien m'arriver, c'est rien, je continue. Donc ça c'est le premier point. Donc après sur la problématique du certificat et du PPS, je pense qu'il ne faut pas les opposer, et le PPS dans sa mouture actuelle, alors au 1er janvier, je sais pas à quoi ressemblera le contenu, mais tel qu'il est actuellement, il n'y a pas une opposition entre les deux. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde bien les vidéos et qu'on n'est pas en train de faire autre chose pendant qu'on les lit, il est quand même précisé que voilà, si on a, c'est un peu tout ce qu'on a dit en fait en première partie d'épisode, si on a des antécédents particuliers, si on a des facteurs de risque particuliers, si on a des symptômes anormaux à l'effort, il faut aller voir son médecin. Et dans le PPS, il y a ça. Et alors qu'en lire les commentaires de certaines personnes, on a l'impression que ce point-là est totalement omis. Et du coup, avec une opposition entre le certificat et le PPS. Les deux ne sont pas en opposition. Et du coup, justement, toute l'idée du PPS tel qu'il était là actuellement, et j'ai l'impression que ça sera la même chose par la suite, c'est la responsabilisation des personnes. Voilà. Évidemment, après, si une personne ne veut pas jouer le jeu, c'est le mauvais terme, c'est pas un jeu, mais si une personne a des symptômes anormaux à l'effort et qu'elle décide de pas en parler, et que à tout prix elle dit oui, je consens, j'ai bien pris j'ai vu les vidéos, et j'affirme que j'ai aucun problème, c'est la responsabilité après du coureur. Mais à même titre que nous, en tant que médecin, si on a un patient, lorsqu'on lui pose la question est-ce que vous ressentez des choses anormales à l'effort ou autre, si la personne ne veut pas nous dire qu'elle a telle ou telle problématique,
voilà, on est un peu limité aussi parce que la personne accepte et consent à nous dire. T'es un peu impuissant face à quelqu'un qui va se conforter à dire que tout va bien, alors que peut-être toi, sur l'examen fonctionnel, tu relèveras des choses qui ne sont peut-être pas normales, mais au préalable, la personne ne t'aura peut-être rien dit et vous pouvez passer à côté de certaines pathologies, effectivement. Oui, bien sûr. Et du coup, ça, c'est un message quand même aussi qui est important, c'est quand on va voir un professionnel de santé pour une épreuve d'effort ou voilà, bah, il faut être honnête. On n'est pas là pour on n'est jamais dans une stratégie. Nous, notre but, c'est plus les gens sont actifs et épanouis et heureux dans leur pratique, plus on est gagnant. Mais par contre, il s'agit de pas faire n'importe quoi à n'importe quel prix et de façon non sécure. Et donc, bah, tant qu'à faire, le jour où on voit son médecin du sport ou son cardiologue ou son médecin généraliste ou voilà, bah, faut être honnête, jouer carte sur table, dire je ressens ça, pour que nous on ait toutes les armes derrière, faire les examens pertinents et que derrière on puisse réfléchir et s'adapter à la personne. En dehors de toute cette prévention dont on a parlé, Anthony, est-ce que des facteurs tels que le manque de sommeil, le stress, une mauvaise alimentation peuvent gêner, impacter le bon fonctionnement du muscle cardiaque? Je pense que oui, on est sur des précautions, mais est-ce que toi, tu as des recommandations particulières liées au fonctionnement cardiaque? On parlait tout à l'heure des coronaires, de ces grosses artères. Qu'est-ce qu'on peut faire pour bien prendre soin et être vraiment en phase avec un cœur en bonne santé? Quelles sont tes recommandations? Ouais, effectivement, de toute façon, on est un tout, hein, donc il faut prendre les choses dans leur globalité, y compris effectivement sur le plan alimentation, sur le plan nutrition, qui vont être essentiels, bah, en termes de performance sur le plan de la récupération, hein, et on sait que c'est en phase de récupération qu'on progresse, c'est pas quand on s'entraîne, mais c'est justement quand on récupère, c'est là où on a les adaptations bénéfiques. Si on raisonne plus en termes de risque, c'est sûr que par exemple, si on reste sur le sommeil, là, si on dort mal, c'est quelque chose qui va stresser l'organisme de façon aiguë ou de façon chronique, hein, quelqu'un qui dort mal de façon chronique. Et donc, tout ce qui va augmenter le stress de base va être néfaste, derrière va entraîner de l'inflammation en permanence. Hein. Maintenant, on en parle beaucoup, ces problématiques d'inflammation de bas grade qui peuvent être délétères sur le plan sur le plan artériel, voilà. Sur le plan de l'alimentation, globalement, aujourd'hui, on est quand même il y a quand même un consensus sur ce qu'on appelle le régime méditerranéen. Bon, là, je vais pas dire des choses très révolutionnaires, hein, mais qui est à base de fruits, de légumes de saison, des viandes plutôt maigres, des bonnes graisses, plutôt de l'huile d'olive, des oléagineux. Enfin, voilà, ça, c'est des choses qui sont désormais plutôt bien établies. Et puis, éviter tout ce qui est aliments, les aliments ultra transformés, on en parle de plus en plus. Voilà, essayer de cuisiner le plus possible soi-même. Bon, c'est des choses maintenant de bon sens. L'utilisation de boissons énergisantes à l'effort ou de gel à la caféine, est-ce qu'il y a un risque pour l'activité cardiaque? Alors les boissons énergisantes là qu'on connaît bien, bon on va pas citer de marque, mais tout le monde a des références en tête. C'est sûr que c'est pas des boissons d'effort, hein, c'est des boissons qui souvent sont très dosées, notamment en caféine, et c'est ça qui donne cet aspect un peu boostant. On a quand même des personnes chez qui cet excès-là en caféine, ces très fortes doses, peuvent favoriser des arythmies au niveau cardiaque. Il y a quelques cas, donc, mais comme tout stress, en fait, qu'on viendrait surajouter de façon hyper aiguë, et donc on peut être amené en fait chez des personnes à se retrouver avec des quantités de caféine qu'ils n'attendraient jamais s'ils prenaient un expresso avant d'aller courir. Donc prudence sur ces boissons-là qui ne sont pas des boissons de l'effort et qui doivent pas être utilisées comme telles. On est bien différent des boissons classiques, des boissons énergétiques où on a juste des glucides, plus ou moins des électrolytes. Quelles seraient, Anthony, finalement tes 3 recommandations, si on en prend vraiment quelques-unes, mais les majeures, les 3 principes qu'il faut activer pour avoir un cœur en bonne santé quand on est sportif? Je dirais bouger régulièrement. Ensuite, je dirais être à l'écoute de ces symptômes. On en a beaucoup parlé. Et puis, bien s'entourer. Je pense que c'est important. Ouais. Alors Anthony, moi j'ai la traditionnelle dernière question du podcast. Quand tu n'es pas au cabinet en train d'explorer le cœur des sportifs ou en train de cavaler dans les montagnes autour de Grenoble, qu'est-ce que tu aimes faire? C'est l'instant à côté de tes pompes.
J'aime beaucoup écouter de la musique. J'aime bien me poser, voilà, le soir, prendre un petit moment pour écouter de la musique. J'aime bien, moi j'aime bien prendre le temps de lire aussi. Alors souvent c'est des choses qui sont quand même, qui se rattachent à l'activité, enfin au sport et à la nutrition. Mais voilà, j'ai quelques livres. J'aime bien prendre le temps de lire un petit peu, le soir. Et voilà. Après, en toute honnêteté, c'est vrai que l'emploi du temps est quand même bien chargé entre l'hôpital et la course à pied. Ça fait quand même, et puis le temps de récupération, on en parlait, mais s'accorder quand même du temps pour dormir, pour se reposer. Donc voilà, ça fait quand même déjà des bonnes semaines. Mais voilà, ces petites choses-là, ces petits plaisirs. Quelle sera ton activité, on va dire sportive, et ton actualité pour l'année 2026 ? Qu'est-ce que tu vas mettre sur ton calendrier sportif pour cette nouvelle année qui débute ? Alors le grand objectif sera l'UTMB. Fin 2026, fin août 2026. Et puis probablement en course préparatoire la Transvulcania et le 90 km du Mont Blanc. Donc un programme bien chargé, avec des objectifs de podium, parce que là tu finis quand même sur l'année 2025 avec de belles références. Alors est-ce que ça te permettra de passer sur ce qu'on appelle les élites ? Est-ce que tu te considères comme un élite aujourd'hui sur le plan du trail ? Alors sur les courses que j'ai citées, podium, ça serait illusoire. Enfin, c'est des courses qui sont quand même à un niveau très relevé, mais par contre donner le meilleur possible le jour J, ça sera mes objectifs. Après, cette dénomination élite, elle veut un peu tout et rien dire. Moi j'aurais pas la prétention de me définir comme tel. Je m'entraîne beaucoup, avec sérieux et avec plaisir, en étant rigoureux. Et voilà, dans une optique effectivement de performance. Mais je pense qu'on est tous la notion de performance, elle est quand même elle est partagée par tout le monde en fait, quel que soit son niveau, c'est-à-dire faire du mieux possible le jour J. Donc voilà, je m'inscris dans cette démarche-là. Après, en termes, je pense que les objectifs de ce qui sera possible de faire le jour J, ça se précisera au fil de la préparation. Si des auditeurs veulent venir à toi pour quelques conseils ou du moins suivre ton actualité sportive, par quel biais on peut te retrouver sur les réseaux ? Ça peut être via Instagram ou sur LinkedIn, sans problème. Bon, je remettrai les liens dans les notes de l'épisode avec ces 10 règles d'or, donc des cardiologues du sport. Je pense que ça, c'est quelque chose d'important. C'est vraiment un point fondamental. Et puis, si jamais il y a il y a des entraîneurs qui sont à l'écoute de ce podcast, pas hésiter à les mettre au club ou pour que, comme ça, si les gens ils peuvent jeter un petit coup d'œil. Et puis s'il y a un point qui les interroge je suis disponible sans problème. Eh bien, merci Anthony pour toutes ces questions autour du cœur. Je pense qu'il y en aura d'autres avec des sujets peut-être un petit peu plus précis dans les prochains mois. Merci d'avoir, au sortir d'une garde, accepté l'invitation du podcast. Donc, il va être temps d'aller se reposer maintenant. Eh ben, merci beaucoup à toi. Et pour les auditeurs, prenez soin de votre cœur, soyez à l'écoute de vos sensations et on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. Belle semaine à vous. Cet épisode avec invité sur le podcast À côté de mes pompes est désormais terminé. Je vous remercie infiniment pour votre écoute. N'hésitez pas sur les différentes plateformes à venir échanger, à entamer la conversation. C'est un réel plaisir pour moi que de prolonger ces discussions. Je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes.